Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Un peu plus de 20h30 sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Bonsoir Mathéo Lamblot. Bonsoir à Mou Boicaz qui est autour de la table. Gros programme aujourd'hui. Alors on démarre tout de suite avec vous Mathéo Lamblot. Les changements à la une. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Le samedi 1er février 2025, Mathéo Lamblot, les changements à la une. Nous recevions il y a 2 semaines, le collectif Plus sans ascenseur avec le député Philippe Brun au sujet de la loi de mobilité verticale qui est passée à l'Assemblée nationale le 23 janvier. Tout à fait, un collectif que le député s'était engagé à recevoir sur notre antenne. Le 23 janvier 2025, l'Assemblée nationale a comme prévu discuté et a adopté en première lecture une proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. Ce texte impose aux sociétés de maintenance des délais stricts, 2 jours ouvrés pour intervenir et 8 jours ouvrés pour réparer, sous peine de sanctions financières progressives. Il prévoit également l'obligation pour les ascensoristes de maintenir un stock de pièces détachées afin de réduire les délais de réparation. En cas de retard prolongé, les entreprises devront proposer un service d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. C'est un mois anniversaire pour le handicap. Oui, et même si pour bon nombre le compte n'y est pas et que le cœur n'est pas vraiment à la fête, février 2025 marque les 20 ans de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Ce texte fondateur a renforcé l'accessibilité, la scolarisation et l'inclusion professionnelle, mais des défis persistent. De nombreuses initiatives sont prévues le 11 février prochain, notamment au Sénat, au Conseil économique, social et environnemental et au Handilab sous l'impulsion de Charlotte Parmentier-Lecoq, la ministre déléguée au handicap et aux personnes âgées. On notera aussi l'initiative qui se tiendra à l'Institut national des jeunes aveugles Louis Braille à Paris, dont Sud Radio est partenaire, avec le G500 citoyen que l'on retrouve dans les vraies voix citoyennes chaque lundi à 19h avec Philippe David. Aurélie Gros, présidente d'Idéal Citoyen, nous présente les enjeux majeurs pour ce mois dédié au handicap. Le G500 organise des réunions et des étapes maintenant depuis 3 ans autour des grands sujets qui préoccupent la vie de nos concitoyens. Le 11 février prochain, nous avons une étape consacrée au handicap. Et quoi mieux que les 20 ans de la grande loi handicap pour pouvoir parler du résultat de cette loi, où on en est aujourd'hui, et pour trouver aussi des solutions d'amélioration. Le but du G500, c'est d'en sortir des résolutions concernant le handicap au-delà d'une société inclusive que l'on souhaite tous. C'est surtout une société fraternelle que nous défendons. Le 10 février, juste la veille, les associations et les collectifs des personnes en situation de handicap lancent une invitation sur la place de la République, Mathéo Lamblot. À partir de 17h30, une mobilisation citoyenne se tiendra place de la République à Paris pour marquer les 20 ans de la loi du 11 février, organisée par APF France Handicap en collaboration avec le collectif Handicap et à l'appel de nombreuses personnalités et collectifs parties prenantes. Cette manifestation vise à rappeler que malgré les avancées législatives, de nombreux défis subsistent pour une société réellement inclusive. Les participants sont invités à se rassembler sur place ou à soutenir l'événement en ligne via les plateformes dédiées. Les changements à la une à retrouver chaque semaine dans Sud Radio, faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Mathéo Lamblot nous a écrit à la rédaction de Sud Radio et nous avons décidé de consacrer cette première partie d'émission à un témoignage d'une auditrice qui vit un calvaire depuis 19 ans. Et c'est un message de détresse que nous avons reçu de la part de Corentin, jeune homme de 19 ans, polyhandicapé, atteint de la maladie de Hirschsprung, qui est également malvoyant. Il nous a alerté sur les difficultés de sa mère Anne-Marie, qui seule doit s'occuper de lui et de son frère Mathéo, son frère jumeau Mathéo, porteur des mêmes pathologies. Ce que demande Anne-Marie aujourd'hui, c'est moins de lourdeur de la part de l'administration. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir écrit et de nous avoir alerté sur votre situation. C'est aussi ça, Sud Radio, faut que ça change. L'émission qui donne la parole à vous, les auditeurs. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Et puis évidemment, on vous reçoit, on vous accueille, on vous écoute avec grand plaisir et surtout une grande attention. Vous vivez quand même un calvaire depuis 19 ans, Mathéo vient de le dire. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, Anne-Marie? Vous avez vécu une non-reconnaissance de la part de la maison départementale des personnes handicapées en Dordogne du polyhandicap de vos enfants?
Oui, j'ai vécu une non-reconnaissance au sujet de... Parce qu'en fait, comme ils sont malvoyants, alors ils ont reconnu la maladie de Hirschsprung. Et le syndrome de Marfan, ça va se faire parce qu'en fait, c'est en cours de se faire pour le syndrome de Marfan. Oui. Mais par contre, pour le fait qu'ils soient malvoyants, ils n'ont jamais été reconnus par la MDPH. Mais pourtant, il y a des examens médicaux qui sont là, qui existent, qui sont quand même irréfutables. Comment on peut ne pas reconnaître des pathologies qui sont évidentes ? Alors, comment on ne peut ne pas reconnaître des pathologies qui sont évidentes ? En fait, j'ai pas arrêté de leur poser la question. Et il y a 1 an, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez rempli le 2e certificat médical pour le champ visuel ?» Et vous l'aviez pas fait ? Non. Parce qu'en fait, je n'avais pas connaissance de ce 2e certificat. Mais oui, Anthony, quand on a un enfant handicapé, il faut être un docteur d'État en sciences sociales, il faut être un docteur d'État en médecine. Donc en fait, le temps que vous soyez docteur d'État, votre enfant handicapé, il attend de prendre sa retraite. Quoi. Et il n'y a pas d'association qui peuvent aider là-dessus ? Quand on est une maladie rare, Anthony, il y a très très peu de malades. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose, là c'est typique. Madame se trouve dans une situation de beaucoup de personnes qui ont des syndromes qui touchent 5, 10, 15, 20 personnes. Et en fait, comme on passe son temps à essayer de les mettre dans des cases, pendant qu'on les met dans des cases, on s'en occupe pas. Et là où dans les pays d'Europe du Nord, ils auraient été pris en charge et pris en main de façon à ce qu'on leur fasse un parcours individualisé, chez nous, on va avoir un beau portrait d'eux quand ils auront 25 ans, mais il sera beaucoup trop tard. Vous avez eu un accompagnement, Anne-Marie, d'une asso ou... Non, pas du tout. Même pas d'assistante sociale ? Même l'assistante sociale, elle existait dans mon entourage, mais à chaque fois, elle me disait non, je peux pas m'en occuper parce que ça dépend de la MDPH. Madame, il faut que vous vous adressiez à Paris à l'Alliance Maladies Rares. C'est l'association qui va pouvoir vous aider à avoir des correspondants qui ont les mêmes problèmes que vous dans la France. Et donc cette association, elle dispose de services sociaux, de travailleurs sociaux et d'une expérience telle que vous allez pouvoir sortir de l'ornière, parce que toute seule, vous n'y arriverez pas. Anne-Marie, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Vous vous sentez abandonnée par le système ? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère envers le système. Abandonnée aussi, je me sens abandonnée, beaucoup de colère. Parce que, en fait, on nous donne les documents MDPH, mais en fait, on ne nous donne pas les autres certificats qui pourraient aller avec. Il y a une mauvaise information sur les documents que vous devez remplir et fournir. Mais, voilà, tout à fait. Et vous-même, vous avez été reconnue comme mère aidante ? Non. Voilà, donc ça aussi, manifestement, c'est quand même un gros problème. Enfin, en tout cas, merci Anne-Marie d'être venue témoigner. Et puis, nous, la rédaction s'engage évidemment à transmettre votre dossier à la ministre en charge des personnes handicapées et nous demande aussi de rester attentif à des situations comme la vôtre. Si vous-même, vous connaissez cette situation, je participe à sudradio.fr. Vous ne bougez pas, on revient juste après la pub sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Si vous êtes toujours avec nous, je vous remercie. Nous a rejoint Laurence Pécaud-Rivelier. Vous êtes en charge de la protection des publics et de la diversité de la société française à l'ARCOM, l'autorité de régulation des communications électroniques et de l'audiovisuel et du numérique. Vaste, en tout cas, sujet. Cette semaine sur Sud Radio, déjà je vous dis bonjour, excusez-moi. Sur Sud Radio, nous avons reçu toute la semaine des athlètes, des femmes du sport, puisque vous avez impulsé, vous incitez les médias à mettre à l'honneur le sport féminin. C'est le rôle de l'ARCOM de faire ça, et puis comment ça vient ce genre d'initiative ? Alors effectivement, la loi nous donne comme mission de veiller à ce que les médias audiovisuels et les radios en France assurent une bonne représentation de la société française dans toute sa diversité. Et si vous ne le faisiez pas, excusez-moi, mais si vous ne le faisiez pas, vous pensez que les médias manqueraient de pluralisme sur les antennes ? Eh bien, disons qu'en tout cas, on veille à ce que ça ne soit pas le cas. Et je ne sais pas ce qu'il en serait si nous n'assurions pas cette mission. On le fait en tout cas avec beaucoup de vigilance. Nous n'avons évidemment pas un rôle d'éditorialisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux médias, vous devez mettre tant de femmes, tant de types de personnes sur vos écrans. Mais en revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des études
montrer là où manifestement il y a quand même des situations délicates, et puis pousser les médias à prendre des engagements et à modifier leurs approches. Et ça, on a l'impression quand même que ça fonctionne. Même pour le handicap, parce que 0,8% de programmes qui mettent le handicap en avant sur les médias linéaires ou qui incarnent, qui sont incarnés par des personnes en situation de handicap, comme c'est le cas dans notre émission. Ça aussi, selon vous, ça fonctionne de mieux en mieux ? Alors ça, on n'est pas du tout satisfait de ce chiffre-là, qui est un chiffre issu effectivement du baromètre annuel de l'ARCOM, dans lequel nous mesurons le fait pour un téléspectateur de se voir représenté par des personnes porteuses de handicap. Donc c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que ça veut dire que c'est ce qu'on voit, nous, quand on est téléspectateur. Donc évidemment, on ne verra pas le handicap invisible ou le handicap qui n'est pas montré par celui qui est derrière l'écran. Il n'en demeure pas moins qu'on tourne autour de 1% depuis des années. Et c'est largement insuffisant. Donc non, nous ne sommes pas contents. Et c'est pour ça que nous essayons d'impulser que surtout... par exemple dans des émissions comme le sport, où on sait qu'il y a des rôles modèles, dans certains secteurs, il y ait une meilleure représentation des personnes porteuses de handicap. Et là-dessus, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire, et en tout cas, on en est très porteur. Justement, vous vous satisfaisez de ce qui s'est passé pendant les Jeux paralympiques, la couverture que nous avons eue sur les épreuves et l'élan qu'il y a eu, la ferveur nationale autour du sport paralympique ? Franchement, ça a été magique. C'est difficile de dire le contraire. Ouais. On a eu une représentation du parasport comme on n'en a jamais eu. On a eu tous les parasports qui ont été représentés, 300 heures à l'écran, alors que la dernière fois, c'était 100 heures lors des Jeux olympiques Tokyo et ceux de Rio aussi d'ailleurs. Et puis surtout, le fait qu'ils aient été représentés à l'écran, le fait qu'ils aient été aussi beaucoup joués dans les stades, on a eu un intérêt des téléspectateurs qu'on n'avait jamais eu. Et ça, on a sorti une étude qui montre que effectivement, il y a eu non seulement un intérêt, c'est-à-dire que les gens ont regardé le parasport, mais qu'ils disent que ça a changé leur regard sur le handicap. Et vous pensez qu'on va conserver cet héritage ? Est-ce que 2026, avec les Jeux d'hiver, on aura la même couverture ? Est-ce que en 2028 aussi, c'est quelque chose qu'on va garder ? Parce qu'on a manifestement un déclin là-dessus. Alors vous avez parfaitement raison, c'est ça le défi majeur. Parce qu'on n'en attendait pas moins des Jeux olympiques et paralympiques, compte tenu de la façon dont s'était engagé à la fois le comité olympique et paralympique et les médias là-dessus. Mais ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des Jeux olympiques et paralympiques, il y a une pointe, et puis après ça redescend aussitôt. Donc là, ce qu'on a essayé de faire ressortir dans les études, c'est que non seulement ça avait été mis en avant, mais que les téléspectateurs y avait trouvé un intérêt. Et que là, on a quelque chose qui est de l'ordre aussi, parce qu'on nous sort toujours évidemment l'argument économique, oui, mais... Tandis que là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un véritable intérêt de la part des personnes qui aiment le sport. Madame, vous avez une idée aimer le parasport et qui l'aiment d'autant plus. C'est un cercle vertueux. Ouais. Donc nous, on va essayer de pousser au maximum. Vous avez une idée, madame, de la proportion de personnes handicapées et des aidants dans la population française et donc dans la population qui regarde les médias ? Alors, qui regarde les médias, ça, je ne peux pas vous dire. Non, ça, on n'a pas... C'est difficile à évaluer, ça. Non, mais alors... Supposons que ceux qui regardent les médias soient une photo fidèle de la société. Ce qu'on peut espérer. À peu près, ça fait combien ? Chiffre de 15 à 20%. C'est le chiffre un peu qu'on connaît. Maintenant, effectivement, on n'a pas d'études qui nous permettent de savoir Donc vous pensez s'il y a une proportion équivalente qui regarde les médias. Donc vous pensez qu'en fait, les rôles modèles dans le sport et dans la santé, par exemple, ça suffit à représenter une catégorie. Vous ne pensez pas qu'il est temps que les personnes handicapées qui sont expertes dans plein de sujets puissent s'exprimer autrement que sur des sujets qui sont conventionnels, je dirais ? Évidemment que si. Alors évidemment que le fait de vouloir
mettre en avant le parasport parce que ça permet que, de manière générale, dans la population, on ait une connaissance des différents handicaps, aussi ce qui a été montré, des règles applicables au parasport, etc. C'est un plus, mais c'est un plus qui n'exclut évidemment pas qu'il faut que de manière générale, derrière les écrans, on ait des personnes qui sont porteuses d'un handicap et qui, comme les autres, viennent parler de différents sujets, parce qu'il y a des experts, évidemment, parfaitement bien informés. Et là-dessus, il faut qu'on travaille aussi, comme on l'a fait pour d'autres types de personnes qui étaient sous-représentées à l'écran, à constituer ensemble, on en a beaucoup parlé avec les associations, des annuaires d'experts qui fassent que nos médias ne puissent plus dire mais nous, on ne sait pas à qui s'adresser, on n'en connaît pas. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on est en train de construire avec les associations. Alors les annuaires d'experts handicapés, madame, ils calent les armoires, hein. Il y en a plein. Et en fait, ça n'avance pas beaucoup. Parce que, en fait, à un moment, est-ce qu'on va pouvoir passer d'une forme d'incantation à une forme de, comment on va dire, sinon sanction, du moins une petite incitation plus impérative, un peu comme quand on ne veut pas que ça dérape, on met des amendes. Donc quand on veut qu'il y ait un peu plus de représentativité, donc une question de quota à Mouakaz. Pas forcément de quota, mais d'un signe fort un peu politique qui montre aux médias que d'ailleurs ça fait partie de leur programme, de ce à quoi ils s'engagent quand ils prennent une fréquence. Peut-être leur montrer qu'à un moment, la société, elle tape un peu du poing sur la table, sous une forme intelligente. Moi, par exemple, je travaille avec France Télé. On voit bien que France Télé essaye de faire des choses. On avance. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, déjà, de baliser de temps en temps ce qui est fait, pour que on incite ceux qui font moins à faire autant, et peut-être un petit peu d'incitation sous forme de sanctions, même limitées, pour un peu faire avancer les choses. Laurence Péco-Rivolier. Alors, sur l'aspect sanction, là, effectivement, ça relève du législateur, hein, qui ne prévoit pas dans les obligations légales des chaînes des obligations qui pourraient donner lieu à du droit dur et donc à des sanctions. En revanche, sur le côté incitatif, que vous appelez incantatoire, alors c'est un peu triste parce que nous, on le porte pas comme ça. Ouais. Alors là, moi, je pense qu'il y a vraiment encore du travail à faire. L'événement Jouons ensemble est un moment sur lequel nous, on donne beaucoup avec des études qui montrent les chiffres, qui montrent ce que certains font, ce que d'autres font moins, et on essaye d'avancer. Moi, j'espère que oui, je veux dire, des événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça a montré qu'on pouvait bouger les choses et que ça avait un impact. Et alors, donc à partir de là, il faut continuer. Est-ce qu'on peut bouger d'autres choses ? Vous voyez où je veux en venir, Laurence Péco-Rivolier, vous bougez pas. On va accueillir, Chamdine Belkayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, un papa d'un enfant autiste. Vous êtes aussi un entrepreneur à impact. Vous êtes président et fondateur des plateformes Bleu Network et Bleu Inclusion. Vous avez été, comme beaucoup d'associations, beaucoup de personnalités du champ du handicap, choqués par des propos qui ont été tenus par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui se présente aujourd'hui comme chroniqueur philosophe chez notre confrère Darius Rochebain sur LCI, sur la comparaison qu'il a faite, malheureuse ou pas, vous nous direz ce que vous en pensez. Juste, je vous propose de réécouter les propos de Luc Ferry sur LCI, c'était dimanche dernier. La stratégie qui est derrière, c'est très simple. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, passe un plan de Tesla. Il a été diagnostiqué Asperger, c'est un barjo complet. Vous ressentez quoi quand vous entendez ça, Chamdine Belkayad ? Écoutez, bonjour, merci de me donner la parole sur ce sujet. Ce que je ressens profondément dans un premier temps, c'est un état de choc. Je pense que c'est extrêmement choquant de tenir ces propos, sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes concernées en France. Les troubles du spectre de l'autisme touchent un peu plus d'1% de la population. Et donc, pouvoir tenir ces propos sur une chaîne grand public pour une personnalité publique comme Luc Ferry, c'est absolument impardonnable. C'est même inqualifiable, puisqu'il y a d'une part de la méconnaissance de ce qu'est un trouble du spectre de l'autisme, et notamment le syndrome d'Asperger, et en plus un manque de respect
voire jusqu'à une discrimination complète d'une partie de la population pour une question de handicap, qui est juste impardonnable. Je le rappelle, il avait fait cette comparaison en parlant de Elon Musk. Alors nous, on l'a contacté pas plus tard qu'hier. Il refuse de venir s'expliquer et répondre à ses propos. Lui, c'était pas ce qu'il avait voulu dire. Il voulait même dire qu'il paraphrasait ce que Elon Musk avait dit dans un reportage où il se disait à la fois génial et complètement fou. Il dit aussi qu'il a un neveu qui est lui-même porteur d'un syndrome d'Asperger. Voilà, ça c'est en tout cas la position de Luc Ferry où il pense si vous permettez, Anthony, fou, ce n'est pas barjot complet. Eh ben, fou, c'est un terme. Il a été diagnostiqué au dernier degré. Il est fou. Diagnostiqué Asperger. Et c'est un barjot complet. Oui, donc si vous voulez, quand Luc Ferry, philosophe français, c'est-à-dire littérateur au sens allemand, qui a des tribunes, qui est le trapéziste volant de l'art oratoire, se permet de dire une chose pareille, c'est-à-dire a son propre agenda et fait le buzz sur une question aussi prégnante, il sait exactement ce qu'il fait. Et je pense que cette saillie, qui n'est pas la première, Luc Ferry, c'est Monsieur Bonbon. Tous les 10 mots, il ponctue ces phrases d'un bond. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme il parle beaucoup plus vite qu'il pense, tout d'un coup, on entend. Et justement, faut qu'il avale sa salive. Vous voyez. Bon, donc, est-ce que là, pour le coup, il n'a pas parlé plus vite qu'il ne pensait? Ah ben, s'il a parlé plus vite qu'il ne pensait, si les associations sont réellement des associations, il faut qu'elles s'appuient là-dessus pour porter plainte, même si à un moment donné elle la retire, parce que j'imagine bien que Luc Ferry, qui est pas tout à fait stupide, va comprendre son erreur et que du coup ça va pouvoir permettre à quelques mois de la journée de l'autisme d'accentuer sur l'absence de diagnostic, parce que c'est le même Luc Ferry qui, quand il était ministre de l'Éducation, a dédoublé les classes de CP, a commencé à lutter contre l'échec scolaire. C'est là où il y a manifestement blessure de la part des personnes en situation de handicap qui ont entendu ça. Laurence Pécaud-Rivolier, vous, au niveau de l'ARCOM, comment vous traitez ce sujet? Je rappelle aussi que vous avez été saisi par une association, donc je présume que le sujet est en cours chez vous. Comment on traite ça? Et puis aussi, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est le fait que Darius Rochebin, qui a normalement, bien comme nous autres journalistes avons la tenue de l'antenne, il a cette responsabilité-là. En plateau, tout le monde reste muet et ne relève pas les propos de Luc Ferry. Alors, comme vous le disiez, nous avons été saisis par une association, par un certain nombre de particuliers également. Donc évidemment, cette affaire-là, en particulier, est en cours d'instruction, donc je ne me prononcerai évidemment pas dessus. De manière générale, nous pouvons intervenir lorsque nous constatons des manquements par rapport à des obligations qui sont prévues par la loi ou des engagements compris les chaînes. Les engagements qui sont prévus par la loi, c'est notamment de ne pas discriminer, notamment de ne pas faire d'appel à la haine. Les engagements compris les chaînes, là je suis directement dans le sujet. Donc là ce serait LCI qui serait responsable. Les engagements compris les chaînes, c'est aussi parce que nous savons combien une terminologie est très importante. Les engagements compris les chaînes, c'est de ne pas employer des termes qui peuvent être des stéréotypes négatifs, notamment vis-à-vis de certains types de handicaps. Donc c'est par rapport à tout ça que nous allons examiner ce dossier comme nous examinons tous les dossiers. Et nous regardons d'une part s'il y a eu manquement et d'autre part si par rapport à un manquement éventuel, il y a eu maîtrise de l'antenne. C'est ce que nous ferons donc en l'occurrence. Donc ce serait LCI qui serait possiblement responsable. Lorsque l'ARCOM intervient, c'est par rapport effectivement à la manière dont une chaîne a maîtrisé son antenne. C'est pas par rapport aux propos qu'ont tenus certaines personnes. Si ces propos ont été offensants, sans diffamement ou autre, c'est au juge judiciaire de se prononcer. Bien, merci beaucoup Laurence Pécaud-Rivolier. Ne bougez pas sur Sud Radio et on continue avec Jacques Pessis, les clés d'une vie. Et je vous dis à la semaine prochaine.